Bienvenue à tous sur notre magazine Kika Wine. On va on va reprendre nos interviews aujourd'hui avec un personnage très particulier qui sera le premier de nos interviews à Kika Wine Magazine. Une excellence à Bordeaux. On parle de la famille Lurton et on parle bien de Denis Lurton. Bonjour, monsieur Denis Lurton. Comment allez-vous? Monsieur Courciou, tout va bien à Bordeaux. Ah ben oui, mais ravi de vous avoir en tout cas. Vous savez, j'ai très content quand on a eu un premier contact et franchement, je suis ravi que vous êtes là pour parler de nous, de vous, mais surtout du Château d'Esmirail, que je sais c'est un peu votre pépite et c'est le domaine que vous dirigez depuis longtemps et que vous y tenez vraiment à cœur. Voilà, d'Esmirail, c'est un cru que j'ai repris en 1992. C'est un cru classé, troisième cru classé, de 35 hectares à Margaux, et j'ai un peu de Haut-Médoc aussi. Je travaille sur un vin plutôt sur le fruit. C'est un choix, voilà. Plutôt sur le fruit et la rondeur avec une bonne proportion de merlot. Et souvent, dans l'assemblage final du d'Esmirail, on a un peu plus de 50% de merlot. Après, bien sûr, une base de Cabernet Sauvignon pour la trame et un peu de petit verre d'eau qui est notre cépage local. Voilà, j'essaie de faire un vin que les gens puissent apprécier en vin jeune et éventuellement conserver s'ils le souhaitent. Ah ben, ça c'est excellent. En plus, je me suis permis de regarder un peu, votre famille vient de très loin, elle vient même de Saint-Émilion, donc aux origines. Donc effectivement, c'est vrai que le merlot qui est apporté un peu par la rive droite, ça pourrait être une chose en plus. Mais oui, effectivement, donc on parle d'un vin qui... Moi j'ai dégusté le 2019, le dernier millésime en primaire que j'ai pu déguster. J'ai trouvé ce vin excellent, un grand millésime. Hein. Et donc, j'ai aussi entendu certaines interviews de vous qui parlaient de 2018 comme un millésime très classique. 2019, bon, 2019 c'est grand, il n'y a rien à dire. Comment s'est passé 2020? En 2020, on a été un peu surpris parce que je pense que ça se rapproche du 2019 avec un vin aussi très soyeux et qui se rapproche aussi d'un 2016 et d'un 2009, des vins faciles à boire en vin jeune et qui se dégustent déjà très bien. Donc on est un peu surpris, on ne s'attendait pas à une telle qualité. Après, je pense qu'il faudra du temps pour le situer, un peu comme le 2000. Le 2000, on l'avait peut-être surévalué. Le 2020, je pense qu'il sera d'un très beau niveau aussi, à situer entre un 2019, mais on en parlait tout à l'heure, l'effet millésime disparaît un peu avec le réchauffement climatique. Donc c'est dans le temps qu'on verra comment ces millésimes se comportent, mais je crois qu'on a déjà des vins qui seront agréables à voir assez jeunes. Mais nous, justement, à Kika Magazine, on vient de publier tout juste un article qui parle d'une vigne en Norvège. Donc aujourd'hui, justement, la question qui relie, c'est comment vous voyez le futur par rapport au réchauffement climatique? Parce que c'est vrai que c'est parfois, on entend parfois dire que c'est un peu la faute de l'homme, mais parfois on entend aussi dire que c'est les phases de la Terre. Bon, on est dans une phase où malheureusement ça réchauffera. Au-delà de l'origine du problème ou du changement, parce que ça, on n'en sait pas encore beaucoup, comment vous voyez le futur de la vigne et le futur de Bordeaux en général? Alors je pense que c'est quand même sur une durée qui est importante. Donc, mais déjà, il y a une réflexion qui se fait au niveau des cépages. Et bien sûr, le merlot va peut-être diminuer en quantité, le cabernet faisant un degré de moins que le merlot. On souhaiterait rester sur un équilibre à Bordeaux, je pense, 13 degrés, 12,5, 13,5. C'est vrai qu'on ne souhaite pas faire des vins qui sont des vins un peu chauds, qui sont plutôt typiques du Sud. Donc, voilà, peut-être jouer sur les assemblages, sur la présence des cépages dans le vignoble. Il y a des recherches qui sont faites aussi sur de nouveaux cépages. Nous-mêmes, on va mettre du Cabernet Franc. On essaie aussi d'avoir la palette du Bordeaux avec donc du petit verre d'eau, du Cabernet Sauvignon, du Merlot et très bientôt du Cabernet Franc. On envisage aussi peut-être une pointe de Carmenère, là c'est pour l'histoire, avec ce cépage qui aujourd'hui est plus présent en Amérique du Sud, mais qui vient de chez nous. Ah, ça c'est excellent.
Mais vous savez, moi, ce qui m'étonne également, c'est que il y a quelques années, il y a quelques décennies peut-être, parce que je commence à vieillir aussi, hein, il y a quelques décennies, on entendait très peu parler du petit Verdot aussi. Et pourtant, moi, je trouve un magnifique cépage. Bon, on ne peut pas le vinifier tout seul. Ça ne sera jamais aussi prestigieux que le Merlot, les Cabernets. Mais je trouve quand même que c'est un cépage qui apporte le sel ou le poivre, qui donne un peu de condiment dans un assemblage. Et personnellement, j'aime beaucoup. Mais par contre, on entend parler de plus en plus. Est-ce que c'est un cépage qu'on est en train d'envisager comme un cépage qui ne sera jamais majoritaire, mais qui quand même prendra une belle place à Bordeaux? Il est intéressant parce qu'il a cette trame tannique serrée, mais d'un autre côté, il avait un problème de maturité. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'avait un peu abandonné, parce qu'il était très capricieux. Il pouvait pourrir avant de mûrir, donc c'est quand même gênant. Ce qui fait que ce réchauffement climatique lui sera, je crois, favorable. Alors, comme vous dites, dans une proportion limitée, parce qu'il a cette puissance qui est peut-être un peu excessive pour des vins que l'on souhaite rond et souple. Oui. Là, effectivement, il y a longtemps, j'avais préparé un atelier sommelier où on faisait mélanger les vins aux clients, donc on avait les différents cépages. Et il y avait ce petit verre d'eau que pour la première fois, j'ai dégusté pur. C'est vrai qu'il est extrêmement exubérant. Hein. C'est un cépage qui, effectivement, sur le dose pas bien, il peut être trop, il peut vite prendre la dominance de l'assemblage. Donc oui, effectivement. Et pour le futur, qu'est-ce que vous envisagez en vue du changement justement climatique? Alors nous, on voit ça à courte vue. C'est-à-dire ce qu'on a remarqué aussi, c'est que il y avait une diminution de la production. Donc nous, notre tentation, c'est de densifier un peu. C'est d'avoir un peu plus de pieds, puisqu'ils vont moins produire chacun. C'est le mouvement dans lequel nous allons vers une densification à 10 000 pieds hectares, alors que nous étions plus proches de l'entrée de l'appellation, c'est-à-dire à 7 000 pieds. Donc nous avons densifié de plus en plus et je pense aussi que cette concurrence apportera. Nous avons la chance quand même d'avoir des sols drainants et d'avoir une nappe phréatique qui est bien alimentée. Et on l'a vu ces jours derniers avec des quantités d'eau que nous avons reçues. Et j'ai l'impression qu'avec ce réchauffement, nous avons aussi un peu le phénomène d'une double saison, hein, une saison sèche et une saison des pluies. Et la chance que nous avons, c'est que quand même, ces nappes phréatiques permettent de tenir la saison d'été. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude, mais je crois que tous les chercheurs se penchent aussi sur des cépages qui vont peut-être remonter du sud vers chez nous, mais ça, c'est à 5, 10, 15 ans. Et puis, je crois que chacun a son travail à faire pour aller dans le sens de l'amélioration de tout ça. Je crois qu'il y a des petits gestes de chacun, et puis voilà, dans la façon de consommer, dans la façon de vivre, dans la façon de peut-être moins consommer d'eau si on avait des habitudes, voilà, je crois que chacun a des petits gestes à faire. Mais moi, par contre, il y a une chose qui, après, je n'ai pas lu tous vos étiquettes, le degré d'alcool, mais j'ai remarqué quand même que malgré tout ça, Desmirag, il arrive quand même à garder un niveau d'alcool pas trop élevé. Il arrive quand même à être plutôt stable dans les années. Bon, après, bien sûr, comme je vous répète, je pourrais me tromper pour quelques millésimes, je regarde très souvent le degré d'alcool, mais c'est vrai que je l'ai remarqué dans les dernières décennies, au moins personnellement, je n'ai pas vu un énorme bousculement. Il n'y a pas de décennies, il n'y a pas de millésime à 14,5 par exemple. Ou peut-être c'est un âge, j'ai dû le zapper ou je n'ai pas fait attention, mais est-ce que vous me confirmez? Et donc oui, vous faites très attention en tout cas. Oui, je crois que le maximum, c'est 13,5 que nous ayons. Là, sur ces dernières années, on est plutôt aux alentours de 13 degrés. Ce qui, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, paraît important. C'était des degrés pas tout à fait naturels, ou naturels par la présence du sucre et de la chaptélisation qui nous permettaient d'être à une moyenne de 12 degrés. Là, on est plutôt à 13. Mais c'est vrai que je souhaiterais que nous n'allions pas beaucoup plus haut. 13, 13,5, 12,5, 13,5, ça me paraît le cœur
de l'équilibre d'un vin, parce qu'il faut pouvoir apprécier une bouteille, je dis, hein, au moins une bouteille, donc pas trop de degrés d'alcool. Non, non, c'est vrai. C'est vrai que effectivement, oui. En plus, vous avez une très, très belle propriété. Quand vous êtes en grade classé, faut quand même garder un certain niveau, un certain standard qui est très important. Ben, est-ce qu'il y a un millésime, est-ce qu'il y a oui, un millésime de chez vous qui vous plaise encore, qui vous donne encore de l'attraction? Alors, j'ai amené un 2009, là, je ne sais pas si on le voit, voilà, 2009. Bon, c'est un millésime qui a une dizaine d'années, et là, on passe sur la complexité. C'est ce qui m'intéresse aussi, parce qu'aujourd'hui, si je fais des vins qui peuvent être consommés au bout de 2 ans quand ils se retrouvent sur le marché, je pense aussi qu'il y a un plaisir particulier à consommer des vins qui ont 10 ans et plus. Et ce millésime aussi, pardon, vous Ah alliez... non, 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 pardon. Mais moi, juste, je me permets de vous interrompre pour faire une parenthèse, c'est pas autre chose. Mais moi, quand j'ai dégusté le 2019, pourtant je l'ai fait l'année dernière, il était, je peux dire qu'il était déjà quasiment prêt à boire, hein, dans le sens il a un énorme potentiel, parce que sinon on n'en parlerait pas, mais il était déjà en excellent état pour être bu. Je vous laisse continuer. Oui, Pardon. alors c'est là qu'il faut voir que le vin a des rapports avec l'être humain. Alors, il y a le beau moment de la jeunesse qu'on connaît, la vivacité, et puis après, il y a un moment dont je parle souvent en dégustation en direct parce qu'on n'ose pas trop en faire l'éloge, c'est le moment de l'adolescence. Alors, ce vin-là, il va se fermer. Et parfois, les gens peuvent être déçus parce qu'ils ont aimé un vin et puis à un moment donné, ils l'ouvrent et il ne dit pas grand-chose. Eh bien, c'est le moment de l'adolescence. Ils ont peut-être connu ça chez eux. C'est le même. Ils l'ont connu avant et ils peuvent le secouer. Ça n'aura pas grand effet. Et donc, il vaut mieux le laisser euh, évoluer avec le temps et devenir quelqu'un de plus complexe. Et c'est pareil pour le vin. Donc c'est vrai, 2019, tous ces vins-là, très jeunes, sont très intéressants. À un moment donné, au bout de 3, 4, 5 ans, ils vont se fermer un peu, parfois beaucoup, et ensuite ils vont revenir avec l'âge et la complexité. Donc c'est ce qui est intéressant aussi. Et avec le 2009, on a eu un phénomène un peu particulier, c'est que cette phase d'adolescence a été très discrète. On est passé du fruit doucement à la complexité avec quasiment pas de fermeture. Voilà, il y a des millésimes comme ça sera peut-être le cas de 2019, du 2020 et du 2016. Voilà, c'est des vins. 2010, lui, a été plutôt serré, costaud. Il a marqué vraiment son moment difficile et il est en train de se réouvrir. Voilà. Mais c'est des phénomènes du vin qui sont intéressants à connaître. Je crois que le réchauffement climatique est en train un peu d'estomper tout ça, mais ça reste des produits humains qui ont leur vie particulière. Donc, nous, on espère que pour les parents qui ont des enfants qui sont nés en 2009, ils peuvent avoir une adolescence si tranquille comme le 20 2009, parce qu'effectivement, c'est un problème qui bientôt va me concerner avec mes filles. Donc, j'espère que, voilà, que ça ne sera pas trop capricieux, parce que c'est quelque chose quand même de spécial qui inquiète un peu tout le monde. Et pour faire encore le rapport avec l'humain, c'est vrai que la formation de quelqu'un est due aussi par ses racines, en quelque sorte, sa famille, son environnement, etc. Et c'est vrai que la vigne, parfois, avec le temps, le fait d'avoir comment je peux dire, un terroir important, de venir d'un domaine prestigieux, parce qu'il a quand même une histoire derrière, c'est vrai que ça joue énormément également dans la formation du vin. Et après, avec tous les sons qu'on lui apporte, oui, on peut lui apporter comment est-ce que je peux dire, un niveau supérieur, une complexité supérieure. C'est vrai que oui, ça peut être très intéressant. Ben, une anecdote que vous avez à nous raconter rapidement sur le château? Sur le château, on a un cuvier assez exceptionnel qui est du 19e siècle où il y a eu une idée simple à cette période-là, ça a été d'utiliser la gravité. Certains y reviennent aujourd'hui. Et donc, auparavant, 2 échelles, un récipient est rempli comme ça des cuves en bois. Et puis, ça a été appelé cuvier médocain. Ça a sans doute été les précurseurs
l'idée, avec les premiers moyens de levage, ça a été de monter toute la vendange à l'étage, de la mettre sur un grand plateau de bois sur rail, d'érafler et de pousser dans les cuves en bois ouvertes. Voilà, c'était une idée très simple et très novatrice. Et puis, l'être humain a quand même fait évoluer les choses très rapidement et très vite, nous avons eu des machines qui ont suppléé cette invention. Mais à Desmirail, nous avons la chance d'avoir ce cuvier à l'étage comme il était au 19e. Donc, ça sera un plaisir de recevoir les uns et les autres pour leur faire visiter ce bel édifice. Ah, mais ça, c'est pas une anecdote, c'est plutôt quelque chose de très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a les architectes du monde entier qui traitent les domaines viticoles, les chais, etc. C'est vrai qu'ils reviennent, mais ça fait déjà un moment qu'ils reviennent pour réformer ça, ça économise de l'énergie, c'est plus écologique, c'est mieux, etc. Ça favorise, c'est de partout dans le monde que je vois ça. Et bien, vous nous racontez ça comme ça, simplement comme une anecdote, c'est quelque chose d'unique. Unique, en plus de ne l'avoir pas créé exprès dans les dernières années, mais plutôt de l'avoir hérité déjà comme ça. Ça, c'est magnifique. Ben, écoutez, nous, je confirme que vous êtes une minière de richesse ce qu'il faut savoir dans le vignoble. Dès qu'on sera libéré, je pense que je passerai volontiers à visiter le domaine. Et donc voilà, et après pour qui se retrouve dans la région bordelaise, que d'ailleurs c'est magnifique à visiter, on parle du plus grand vignoble du monde, on parle quand même d'une appellation qui comprend une galaxie de vins, de châteaux, etc., de tout niveau hein, en tout cas, et on peut se faire plaisir à tous les niveaux vraiment. Si jamais vous êtes dans les parages de Margaux, n'hésitez pas à visiter le château d'Esmirail parce que c'est très très beau. Hein. Ben écoutez, Monsieur Lourton, merci infiniment, pardon. J'espère à bientôt et j'espère qu'on se verra bientôt. Merci beaucoup et puis au plaisir de vous rencontrer en dehors d'une vidéo. Oui, avec grand plaisir, mais bon, moi, en attendant de pouvoir vous rencontrer, je déguste vos vins parce que je les aime très, très bien. Bonne dégustation. Alors, merci beaucoup.